La F1 est encore trop souvent considérée comme un sport de danseuse par le grand public. Et si même les médias et Netflix commencent à montrer le contraire, les clichés ont la vie dure. D'un côté, on a ceux qui sont persuadés que les pilotes sont juste des fils à papa au volant de machines qui font tout le boulot, et de l'autre, on a les aficionados qui tentent de défendre l'honneur de leur héros, affirmant que la compétence, la détermination et l'endurance des pilotes de F1 sont à la hauteur des exploits des stars du football, du basket ou de la boxe. Mais du coup, qu'en est-il vraiment ? Qui a raison ? La F1 est-elle victime de préjugés ou mérite-t-elle son image de pseudo-sport ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Pas besoin d'attendre le départ du Grand Prix pour que l'effort commence. Dès le tour de formation, les pilotes sont en état de stress. Ils ont tous leur propre bataille à mener. Certains doivent faire leurs preuves pour conserver leur baquet, d'autres veulent mettre fin à une série interminable de mauvaises performances, et finalement, quelques-uns sont sous l'immense pression de la lutte pour le titre mondial. La course n'a même pas encore commencé et déjà, le rythme des pilotes s'envole pour atteindre 170 à 190 battements par minute. C'est environ 3 fois la fréquence cardiaque moyenne au repos. Mais là où de manière générale, cette fréquence est maintenue pendant une durée relativement courte, ici, elle se prolonge durant l'intégralité de la course. Au cours d'un Grand Prix, tout s'enchaîne pendant 2 heures. Chaque seconde compte et le pilote doit rester concentré sur la réalisation de toutes ses manœuvres. Chacune d'elles doit être exécutée avec la même précision, la même finesse et la même énergie. Et ce, malgré une pression constante. Sans parler de tout ce que le pilote doit faire en parallèle, comme communiquer avec son ingénieur, réaliser des dizaines de manipulations sur son volant à chaque tour, ou même réfléchir à la stratégie. Pas de pause, pas de répit. Il n'est pas question de rentrer au stand, se poser une petite minute pour se rafraîchir, prendre une gorgée d'eau fraîche et repartir. Difficile de trouver d'autres disciplines où l'action reste ininterrompue pendant près de 2 heures. J'attends vos propositions en commentaire. Mais attention, tout ce qui est carton et arrêt de jeu, ça compte comme des pauses. Bref, chaque seconde, l'erreur guette le pilote. Comme une épée de Damoclès prête à s'abattre au moindre relâchement, anéantissant ainsi tout espoir de victoire et gâchant par la même occasion des centaines d'heures d'entraînement. On ne peut pas perdre la lucidité pendant tout ce temps, donc c'est vraiment... La F1 est un sport où l'effort est certes intense, mais surtout continu du début jusqu'à la fin de l'épreuve. D'ailleurs, cet effort est assez particulier. Le pilote reste confiné dans un espace étroit. Attaché fermement à son baquet, il se retrouve extrêmement limité dans ses mouvements. Et pourtant, l'effort physique est bien réel. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel sortent les pilotes à la fin de certains Grands Prix. Mais on ne s'en rend pas bien compte pour 2 raisons. C'est un sport, honnêtement, du point de vue extérieur, c'est difficile de se rendre compte parce que je fais toujours le parallèle avec d'autres sports comme le foot ou le tennis. Il est impossible pour le grand public de conduire une F1. Donc nous passons notre temps à analyser et décrypter une discipline que nous ne pourrons jamais pratiquer. On se permet de juger les pilotes alors qu'on ne pourra jamais ressentir ce qu'ils subissent. Et même pour ceux qui ont eu la chance de conduire une F1 en déboursant la modique somme de 12 000 € pour un total de 3 tours de piste. La F1 proposée n'est pas paramétrée pour délivrer le maximum de ses performances. Et en fait, même si c'était le cas, ce n'est pas en 3 tours de piste qu'un simple amateur de pilotage comme nous pourrait être capable de pousser les performances de cette voiture suffisamment loin, de manière à ressentir les mêmes contraintes physiques que nos 20 pilotes préférés. Mais la vraie raison pour laquelle nous pourrions avoir des doutes sur l'effort physique des pilotes se trouve ailleurs. La majorité des sports nous offre un spectacle dynamique. Les footballeurs courent, les basketteurs sautent et les boxeurs frappent. L'effort est clair et visible, alors qu'en F1, l'effort statique nous échappe. Si je vous montre ça, il n'y a a priori rien d'impressionnant. Ce type fait du gainage comme on en voit régulièrement aujourd'hui dans les salles de sport. Mais maintenant, si je vous dis que derrière Daniel, ce n'est pas l'heure qui est affichée mais le temps de gainage, on comprend tout de suite la difficulté de l'effort. Il nous est à peine imaginable de pouvoir tenir 30 minutes de gainage, alors imaginez 9 heures. Et quand on regarde les on-board de F1, c'est pareil, on ne voit rien. Et pourtant les pilotes sont en guerre constante contre la physique. Ils luttent contre les forces G et centrifuges. Pour rappel, G correspond à l'accélération de la pesanteur terrestre. C'est elle qui transforme notre masse en poids. Donc quand G augmente, on multiplie notre poids. Et c'est comme ça qu'en plein virage, la tête et le casque du pilote passent d'environ 8 kg à plus de 40. Alors je ne sais pas si vous avez une idée de ce que représente 40 kg, mais en gros ça correspond à 2 bidons de 20 litres d'eau, un sac de ciment ou un gros berger allemand. Donc maintenant, imaginez-vous allongé, la tête en extension, avec quelqu'un qui s'amuse à déposer sur votre tête un sac de ciment de manière répétitive pendant 2 heures. Déjà, pas sûr que ma nuque tienne le premier choc. Alors pendant 2 heures, je n'ose même pas imaginer. C'est vraiment difficile d'expliquer cette sensation. Je ne connais rien de similaire en termes d'intensité. Même pour les pilotes, peu importe le niveau de préparation physique pendant l'hiver, la première fois qu'on remonte dans une voiture, on peut être sûr que le lendemain, on aura le cou tendu. Alors selon les virages, le temps et l'importance de la contrainte varient. Mais si on prend un des virages les plus contraignants de la F1, le quadruple gauche de l'Istanbul Park, les pilotes subissent une force de 4G pendant quasiment 8 secondes.
Une fois qu'on a compris ça, on est d'autant plus impressionné lorsqu'on regarde les pilotes de F1 rouler le dimanche sur notre canapé. Ça fait quoi de conduire une F1? Ouais, c'est incroyable. Moi, j'imaginais ça très rapide et c'est encore plus que ce que je pensais. C'est encore plus rapide. C'est incroyable. Mais si la pression du pilote et la force G sont des contraintes qu'on peut facilement comprendre et s'imaginer, il en existe d'autres plus subtiles. En été, les températures extérieures peuvent facilement atteindre les 30, 35 voire 40 degrés. Et encore, il n'est pas rare que le mercure dépasse ce niveau. À ce moment-là, on parle de canicule et il devient impossible de rester dehors sans surchauffer. La chaleur en extérieur est insoutenable et on cherche désespérément à faire le moins d'efforts possible. Bref, c'est l'enfer. Donc maintenant, imaginez, les pilotes de F1 sont habillés avec des vêtements ignifugés qui laissent difficilement s'évacuer la chaleur de leur corps. Imaginez, ils sont sanglés dans un cockpit où la température dépasse les 60 degrés. Alors, outre le fait que cette chaleur intense doit être insupportable, elle favorise grandement la déshydratation des pilotes qui peuvent perdre entre 3 et 5 litres d'eau par course. Après, je vous rassure, ils récupèrent rapidement cette perte de poids en s'hydratant après la course. Néanmoins, ça permet de souligner une fois de plus l'importance des contraintes que les pilotes de F1 doivent subir. En Formule 1, les gens pensent souvent qu'on se contente de conduire, assis tranquillement dans une voiture. Pourtant, rouler dans une monoplace est d'une extrême violence physique. La puissance du bolide vous massacre et c'est similaire à un match de boxe. D'ailleurs, en parlant de boxe, une autre conséquence de la force centrifuge. À chaque freinage, dans chaque virage rapide, le pilote est en apnée. Un peu à la manière d'un boxeur qui se contracte avant de prendre un coup de poing dans le ventre, les pilotes anticipent et retiennent leur respiration avant chaque virage. Donc le simple fait de piloter une F1 est une performance en soi. On a vu que les prouesses physiques sont indéniables, mais finalement, la question de fond demeure. Le sport dans sa quintessence est-il représenté en F1 ou s'agit-il simplement d'une course entre des gentlemen bien entraînés? Je ne vous apprends rien si je vous dis que la F1 est un sport exigeant une extrême précision. Mais la notion de précision est relative. Pour nous, dévaler les rues de Monaco à plus de 200 km/h serait déjà un exploit. Alors si en plus on arrivait à s'approcher à quelques dizaines de centimètres des murs, ça relèverait carrément du génie. Alors que pour les pilotes de F1, ce n'est pas en dizaines de centimètres qu'on compte, c'est en millimètres. Et le niveau de précision est tel qu'ils n'arrivent non pas simplement à s'approcher de la limite, mais à l'épouser parfaitement. On n'a même pas idée de la précision dont ils font preuve. Prenons par exemple le virage 5 de l'Autodromo Nazionale di Monza. Donc ok, à la sortie de la chicane, il y a du gravier derrière le vibreur. C'est un virage risqué, mais des comme ça, il y en a beaucoup d'autres au calendrier. Mais si je vous en parle, c'est parce que sur ce virage, le placement de la voiture en sortie de chicane est millimétré. Si le pilote veut vraiment optimiser son chrono, par exemple en qualification, il doit impérativement placer sa voiture de manière à ce que ses pneus extérieurs soient parfaitement alignés avec la petite bande verte, à l'extérieur du vibreur, car c'est là qu'il y a le maximum d'adhérence. Autrement dit, la marge de manœuvre est extrêmement réduite. Il n'existe aucune tolérance pour réaliser le tour parfait. L'écart avec le bac à gravier est réduit à son strict minimum et donc la prise de risque est colossale. Mais si on s'arrêtait là, on passerait à côté de quelque chose d'essentiel. Les pilotes arrivent à atteindre ce niveau de précision malgré les énormes contraintes physiques dont on a déjà parlé, auxquelles viennent s'ajouter des vibrations, des secousses et le retour de force du volant. Et même si aujourd'hui les F1 possèdent une direction assistée, les mouvements du volant ont un impact loin d'être négligeable. Imaginez que vous êtes en train de jouer aux fléchettes. Et là, il y a votre pote bourré qui vient vous secouer. Oh le con! Oh le con, mais je sais pas, ouais. Alors vous avez deux solutions. Soit vous lui lancez la fléchette dessus parce que vous estimez que c'est la meilleure solution pour le faire fuir, soit vous avez peur de vous prendre une mandale et vous tentez la cible, mais vous savez que ça va être beaucoup plus compliqué d'être précis. Alors autant au niveau du volant, le facteur force n'est pas monstrueux, autant au niveau du freinage, c'est une toute autre histoire. En pilotage, on parle souvent de freinage dégressif. C'est une technique de pilotage qui demande de relâcher la pédale de façon extrêmement subtile. Alors quand vous devez appliquer en plus une force entre 120 et 160 kg avec votre pied gauche, la difficulté est multipliée. Sachant aussi que lors de la décélération, la force G alourdit la jambe du pilote, ce qui d'un côté va l'aider à freiner, mais qui de l'autre ajoute un paramètre supplémentaire dans l'équation du freinage. Et à force de tourner le volant, de freiner et de lutter contre la force centrifuge, à chaque virage pendant 2 heures, le pilote fatigue. Et c'est pour moi là que se trouve le plus grand défi de ce sport. Le pilotage est une discipline essentiellement mentale. C'est d'ailleurs là que réside l'essence du sport auto et en particulier de la F1. Et ça ne retire en rien la prouesse sportive de ces pilotes. Bien au contraire. Si on jugeait le sport uniquement à la performance physique des athlètes, alors on serait tous fans d'haltérophilie. Et les fans d'haltérophilie, calmez-vous. Vous aussi vous avez un sport sympa. Donc oui, le mental est très important en F1. Mais il faut l'associer à une condition physique de haut niveau. Car si le cœur d'un pilote n'est pas capable de supporter un rythme de 160 BPM pendant près de 2 heures, alors le pilote perdra sa concentration, sa clairvoyance et sera donc moins performant dans ses manœuvres. La capacité des pilotes à rester lucides et à garder leur esprit clair durant toute une course est directement liée à leur résistance à la fatigue physique.
Si un pilote manque d'entraînement, alors sa performance mentale en sera impactée. Et comme la différence se fait sur des dixièmes, des centièmes, voire des millièmes de seconde, aucun relâchement ne peut être toléré. On ne compte pas le nombre de fois où un moment de faiblesse, un instant de relâchement ou une erreur due à un manque d'attention a coûté une position ou une victoire. Donc les pilotes sont spécifiquement entraînés pour développer une endurance physique, leur permettant de conserver tout au long de la course la pleine possession de leurs moyens. Et avec l'ampleur qu'a pris la F1 ces dernières années et la quantité astronomique d'argent en jeu, les pilotes ne peuvent plus se permettre de s'entraîner à leur guise. Ils sont cadrés, suivis et entraînés aux petits oignons. Leurs habitudes alimentaires, leur hygiène sportive et plus généralement leur mode de vie est organisé et paramétré pour optimiser leur performance. Et rien n'est laissé au hasard. C'est fini l'époque où on fumait des clopes avant de monter dans la monoplace. Et quand on voit l'intensité de leurs entraînements, on comprend que les pilotes et les écuries ne sont pas là pour rigoler. Cardio, renforcement musculaire, équilibre, tout y est intégré et aucun aspect de la préparation physique n'est négligé. Et n'oublions pas le célèbre entraînement des muscles du cou. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le monde du sport. Et c'est comme ça que les pilotes de F1 se retrouvent avec des coups monstrueux à faire pâlir les boxeurs et les rugbymen. Mais à côté de ça, la préparation mentale n'est pas laissée de côté. Loin de là. Les pilotes doivent constamment travailler leur réactivité avec de nombreux exercices, le plus célèbre étant le fameux bata. Et en parallèle, les pilotes apprennent également à garder leur calme et à maintenir leur état de concentration pour pouvoir gérer les situations difficiles en course. Pour ça, leurs entraînements sont complétés par des exercices de respiration, de relaxation, de visualisation et parfois même des séances de méditation. Bref, les pilotes de F1 bénéficient d'un entraînement complet d'une des plus grands athlètes de la planète. Alors non, Hamilton, Leclerc, Verstappen ne sont pas des danseuses. Ce sont des sportifs de haut niveau. Et à mon avis, ils sortent même du lot par rapport à leurs collègues footballeurs, tennisman et basketteurs. Bon, vous l'avez compris, j'ai un avis tranché sur la question. Mais avant de vous révéler pourquoi je pense ça, je vous laisse vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne à se développer et comme ça je pourrai faire d'autres vidéos sur le sport auto et pourquoi pas vous partager quelques conseils sur le pilotage. Selon vous, quels sont les sports demandant une réelle prise de risque ? Quels sont les sports où les participants mettent leur vie en jeu à chaque épreuve ? Avec l'amélioration de la sécurité, le grand public a une fâcheuse tendance à oublier les risques que prennent les pilotes à chaque Grand Prix. Même si heureusement il y en a de moins en moins, même si tout est fait pour ne plus y être confronté, comme dans tous les sports mécaniques, la mort guette la F1. Rappelons-nous du crash effroyable de Romain Grosjean à Bahreïn en 2020. La puissance de l'impact était telle que le poids de sa tête a dépassé les 400 kg pendant une fraction de seconde. Et pour que vous puissiez imaginer la violence de l'impact, ça correspond à peu près au poids d'une Goldwing. L'énergie cinétique, c'est la masse fois la vitesse au carré. Et vous connaissez la vitesse que peuvent prendre les F1. Alors imaginez la violence des chocs. Donc encore une fois, non. Les pilotes de F1 ne sont pas des danseuses. Ce sont des gladiateurs des temps modernes, pour autant physiquement que mentalement, et mettant leur vie en jeu à chaque combat.